Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Paul Autisme, on va aborder une question que, franchement, beaucoup de familles se posent. Quels sont les effets à long terme des médicaments stimulants sur la croissance des enfants et des adolescents? Bonjour, oui, c'est une question centrale qui revient tout le temps et qui peut être une source d'inquiétude légitime. Exactement. Et pour y répondre, on va pas se baser sur des on-dit, mais on va se plonger dans une étude scientifique majeure. C'est l'une des plus longues et des plus complètes qui existent sur le sujet. Il s'agit de l'étude MTA pour Multimodal Treatment Study of Attention Deficit Hyperactivity Disorder et on va regarder plus précisément un article de 2020 publié par le Dr Lawrence Greenhill et ses collègues. D'accord. Et leur objectif, c'était quoi au juste? C'était d'observer sur une très longue période, 16 ans en tout, comment la taille, le poids et l'IMC des enfants avec un TDAH évoluaient de l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte. 16 ans, c'est énorme comme suivi. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de voir d'abord comment ils ont mené cette étude, puis on détaillera les résultats sur la taille, ensuite sur le poids, et surtout, à la fin, on essaiera de voir ce que ça signifie concrètement pour les familles. C'est ça. Commençons par la méthode, parce que c'est ce qui fait toute la force de ce travail. Alors, qui a participé à cette étude? On parle d'un grand groupe, près de 600 enfants avec un diagnostic de TDAH de type combiné. Ils avaient entre 7 et 10 ans au tout début. Et, point très important, j'imagine, ils avaient un groupe de comparaison. Oui, et c'est crucial. Ils ont aussi suivi des camarades de classe du même âge, mais sans TDAH. Ça permet d'avoir une référence, une sorte de trajectoire de croissance typique à laquelle comparer les autres. D'accord. Et comment ils ont géré la question du traitement sur une si longue durée? Ah, c'est là que l'étude est très maligne. Après une première phase où le traitement a été contrôlé, les chercheurs ont simplement observé ce que les familles choisissaient de faire dans la vraie vie. Poursuivre le traitement, l'arrêter, faire des pauses. Donc, ils n'ont rien imposé, ce qui a permis de voir des schémas d'utilisation très réalistes, j'imagine. Exactement. Et ça a fait émerger 3 sous-groupes, de façon tout à fait naturelle. Ok, lesquels? Alors il y a d'abord le groupe constant. C'était les enfants qui ont pris leur traitement de manière très régulière, très continue. C'était le plus petit groupe, environ 9%. Oh. Les plus assidus. Et les autres? Ensuite, il y a le plus grand groupe, et de loin, qu'ils ont appelé inconstant. Eux, ils ont pris le traitement par période, avec des pauses, des arrêts. Ça représente les 2 tiers des participants, à peu près 66%. Donc, la majorité des cas dans la vraie vie, en fait. C'est souvent ce qui se passe. C'est tout à fait ça. Et enfin, le troisième groupe, le négligeable, à peu près 25%, qui n'ont quasiment jamais pris de traitement stimulant après la toute première phase de l'étude. C'est parfait comme méthode. On a tout le spectre. Traitement maximal, traitement intermittent et quasi pas de traitement. Le décor est planté. Alors allons-y. La question qui préoccupe le plus, la taille. Qu'est-ce que ça donne? Alors, le résultat principal, il est assez clair. Un traitement stimulant qui est pris de façon vraiment constante et sur de très nombreuses années a été associé à une réduction de la taille finale à l'âge adulte. Une réduction? C'est-à-dire, on parle de combien concrètement? À l'âge de 25 ans, les jeunes adultes du groupe constant étaient en moyenne 4 cm plus petits que ceux du groupe négligeable, donc ceux qui n'avaient quasiment pas eu de traitement. 4 centimètres. Ce n'est pas anodin. Et par rapport au grand groupe du milieu, le groupe inconstant, la différence est un peu moins marquée, mais elle reste là, environ 2,7 cm de moins pour le groupe constant par rapport au groupe inconstant, ce qui suggère déjà que la manière de prendre le traitement, avec ou sans pause, a un vrai impact. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas juste une différence à l'arrivée. L'étude montre que l'écart se creuse à un moment bien précis. Ah oui, lequel? Le ralentissement de la croissance en taille était surtout visible entre 10 et 15 ans, c'est-à-dire en plein dans la période où la croissance est censée s'accélérer le plus. D'accord, en pleine adolescence. Mais ça soulève une autre question, une idée qu'on entend parfois. Est-ce que ce ne serait pas le TDAH lui-même qui causerait un retard de croissance indépendamment du traitement? C'est une excellente question et l'étude y répond de manière assez surprenante. Les chercheurs ont regardé les enfants du groupe négligeable. Ceux avec TDAH, mais sans traitement, donc. Voilà. Et non seulement ils n'avaient aucun retard de croissance, mais ils ont même eu une croissance temporairement plus rapide que leurs camarades sans TDAH au début de l'adolescence. Ah, c'est incroyable ça! Donc, l'étude tord le cou à cette idée reçue.
La différence de taille observée est bien liée au traitement, et spécifiquement à un traitement très constant. C'est exactement ce que les données suggèrent, oui. D'accord, c'est un premier point très important. Passons maintenant au poids et à l'IMC, l'indice de masse corporelle. Là, l'effet coupe-faim des stimulants est bien connu, on pourrait s'attendre à ce que les enfants soient plus minces, non? On pourrait, et c'est bien ce qui se passe. Mais seulement au début. Sur le long terme, l'histoire est bien plus complexe. C'est un peu une histoire en deux temps. Ah oui, ok. Dans un premier temps, pendant l'enfance, oui, on observe bien ce qu'on attendait. Les enfants des groupes constants et inconstants ont une prise de poids plus faible, un IMC qui augmente moins vite. C'est l'effet classique. Ok. Et le deuxième temps, c'est quoi? Une sorte de rattrapage? Plus qu'un rattrapage. C'est un véritable effet rebond. À l'adolescence, la tendance s'inverse complètement, avec une prise de poids qui devient très rapide. Attendez, ça veut dire qu'à la fin, à l'âge adulte, ils sont plus lourds? C'est totalement contre-intuitif. Totalement. Et pourtant, les chiffres sont là. Les jeunes adultes du groupe constant étaient à 25 ans en moyenne 7,5 kg plus lourds que les jeunes du groupe de comparaison sans TDAH. 7,5 kg, c'est énorme. Mais alors, comment on explique ce paradoxe? Ben, les chercheurs avancent des hypothèses. Peut-être un changement dans le métabolisme à long terme ou des facteurs comportementaux. Mais il y a un autre point important. Lequel? C'est que, de manière générale, tous les participants avec un TDAH, qu'ils aient été traités ou non, avaient tendance à avoir un poids et un IMC plus élevés à l'âge adulte que le groupe de comparaison. Je vois. Donc le TDAH en lui-même serait un facteur de risque pour le surpoids et le traitement constant viendrait en quelque sorte amplifier ce risque. C'est une lecture très juste de ce que les données semblent indiquer. Bon, on a beaucoup d'informations assez fortes là. D'un côté, une taille adulte un peu réduite, de l'autre, un poids significativement plus élevé, avec un traitement très constant. La question qui vient tout de suite, c'est et qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter les traitements? Non. Et c'est vraiment le message clé. Il ne faut surtout pas interpréter ça comme un signal pour tout arrêter. Ces résultats ne sont pas un argument contre le traitement. Ils sont un argument pour un suivi plus attentif et des décisions partagées. C'est la fameuse discussion sur la balance bénéfice-risque, exactement. D'un côté, il y a ses effets potentiels sur la croissance, mais de l'autre, il y a les bénéfices du traitement qui sont souvent immenses, la réussite scolaire, les relations avec les autres, l'estime de soi. Il s'agit donc de peser ces bénéfices, qui sont parfois cruciaux pour le développement de l'enfant, contre ses effets physiques à long terme. Précisément. Et c'est une discussion qui doit se faire au cas par cas, entre le médecin, la famille et l'adolescent aussi, quand il est en âge de le faire. Ces données, elles sont là pour avoir une discussion plus éclairée, plus honnête. Ce qui m'amène à une autre conclusion qui semble évidente, l'importance d'un suivi médical vraiment régulier. C'est fondamental. La surveillance de la courbe de croissance, la taille, le poids, l'IMC, ce n'est pas juste de l'administratif. C'est l'outil qui permet au médecin de piloter le traitement. Si on voit que la courbe de taille commence à fléchir, à sortir de son couloir, c'est un signal. Un signal pour ajuster le tir? Oui, pour ouvrir la discussion. Est-ce qu'on ajuste la dose? Est-ce qu'on change de médicament? Ou alors, et c'est là que l'étude est très parlante, est-ce qu'on envisage des pauses thérapeutiques? Les fameuses pauses pendant les vacances d'été, par exemple. Que nous dit l'étude là-dessus? Et nous donne une piste très intéressante. Rappelez-vous du groupe inconstant, celui qui faisait des pauses et qui est le plus nombreux, c'est chez eux que l'effet sur la taille était bien plus faible. Donc, ces interruptions, qui sont souvent vues comme de l'inconstance, pourraient en fait être une bonne stratégie pour atténuer l'impact sur la croissance. C'est une hypothèse très plausible. Ça suggère que des interruptions planifiées du traitement, par exemple l'été, pourraient permettre au corps de rattraper une partie de sa croissance. Mais j'insiste, c'est une décision à prendre avec le médecin, on est d'accord, jamais seul. Absolument. Toujours et uniquement en accord avec le médecin. C'est vraiment du cas par cas. Et pour le risque d'IMC plus élevé à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Là, le message est plus large. Ça renforce l'importance de promouvoir une bonne hygiène de vie dès le plus jeune âge. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, c'est crucial pour tous les enfants et peut-être encore plus pour ceux avec un TDAH. L'idée n'est pas de se focaliser sur le poids de l'enfant, mais plutôt de construire des habitudes saines pour le futur. C'est exactement ça. Il s'agit de bâtir des fondations solides pour sa santé d'adulte. C'est une démarche positive, pas restrictive. En résumé, si on synthétise, cette grande étude nous apprend qu'un traitement stimulant pris de façon très constante pendant des années peut être associé à une taille adulte un peu plus petite et à un poids plus élevé.
Oui, mais aussi qu'une utilisation plus intermittente, qui est d'ailleurs la plus fréquente, semble avoir beaucoup moins d'impact, en tout cas sur la taille. Donc, loin d'être alarmant, ces résultats sont surtout une information précieuse. Ils nous rappellent que chaque situation est unique et que le dialogue avec le médecin est la clé pour un suivi adapté. C'est la conclusion parfaite. La connaissance est là pour permettre de prendre de meilleures décisions, plus éclairées. Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pôle Autisme. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le professeur Stéphane Hélier pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous et à bientôt.